Soir d'info, la suite avec Monsieur David Célestin Faye. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire général national du SAES, syndicat qui a décrété 2 jours de grève. D'abord un point sur le mouvement d'humeur, largement suivi selon vous? Oui, merci. Bien sûr, largement suivi, puisqu'en fait, le SAES, c'est le syndicat majoritaire. Et nos militants sont disciplinés. Donc, je les félicite même d'avoir aujourd'hui répondu à l'appel du syndicat. Oui, et les vacataires dans tout ça? Bien sûr, les vacataires sont autonomes, mais je pense qu'aussi, ils devraient savoir aussi que le SAES se bat aussi pour le recrutement. Puisqu'en fait, ça fait partie des points du protocole d'accord du 6 janvier 2023 avec le gouvernement qui n'a d'ailleurs pas été respecté. Donc les vacataires sont pris en charge. Je pense qu'en fait, ils devraient se relier à ce mouvement-là. Et c'est une tâche noire pour cette première journée ou pas? Non du tout en fait, parce qu'ils ne sont pas syndiqués. Je pense que s'ils sont autonomes, ils sont libres. Donc c'est pas une tâche noire. Je pense que le mouvement est suivi. Le SAES ne se fait pas, disons, il n'y avait pas de préoccupation majeure. Nous on est tranquille. Je pense que sur ce point de vue-là, c'est clair. Et le mouvement a été très bien suivi. Et je pense que c'était une grève d'avertissement, puisque je pense que nous avons déposé un préavis ce matin. Et bien sûr à l'expiration, donc le SAES se réserve le droit d'aller encore en grève. Oui, une grève d'avertissement, vous dites 48 heures quand même. Tout à fait, mais je pense que c'est important. C'est vrai, c'est 48 heures, mais ça fait 5 ans que nous attendons qu'un problème soit réglé. Et je pense que c'est important de revenir à l'historique de... Justement, sur les motivations. Oui, en fait, c'est important de comprendre, parce que la difficulté, c'est qu'on s'arrête au fait à cette grève-là, mais il faut de remonter à quelques années. En 2018, les enseignants avaient des retraites qui étaient très faibles, même parfois plus faibles que celles des instituteurs. Donc à l'époque, on avait décidé, avec le gouvernement, de changer la loi pour qu'on cotise davantage, qu'on travaille davantage sans être rémunéré en conséquence. Et il fallait maintenant reprendre ces cotisations prélevées et les reverser à la fin à travers une allocation spéciale de retraite. Ce qui avait été fait. Un décret a été pris en 2020. Donc un décret qui reverse l'allocation. Mais ce qu'on a remarqué, c'est quand un enseignant décède, la pension n'est pas reversée correctement aux ayants cause. Donc les ayants cause sont les veufs et veuves et les enfants de moins de 21 ans. Alors que la loi sur le code des pensions dit que quand un agent de l'État décède, un fonctionnaire en tout cas, la famille reçoit 50% de la pension. 80%, des 85%. Effectivement, c'est ce que la loi dit. Maintenant, quand on l'a constaté, on a dit attention, le gouvernement, il y a des difficultés. Finalement, c'est en janvier 2023 qu'on a eu un protocole d'accord et le gouvernement s'était engagé à rétablir immédiatement les veuves dans leurs droits. Et ça a été fait à travers un décret examiné et adopté en Conseil des ministres le 28 février 2024, en même temps que la loi d'amnistie. Et ce décret, on l'a demandé pendant 10 mois. On nous a dit qu'il a été perdu. Mais c'est quand même extraordinaire. Comment un décret peut être perdu? Oui, dans un pays comme le Sénégal, qui a une administration réputée, chevronnée, comment est-ce qu'on peut perdre un décret alors que la loi qui était dans le même, dans le même classeur est bien là? C'est ça en fait. Bon, soit il est perdu, mais le gouvernement a dit et s'est engagé à ce que le décret soit réintroduit dans les mêmes termes. Et c'est ce que le ministre a dit dans son communiqué d'octobre. Et cela fait 10 mois que nous attendons. 10 mois. Les veuves et veufs attendent depuis 5 ans. 5 ans. Je pense que ces 2 jours-là ne sont rien comparé aux 5 ans que les familles éplorées attendent. On parle de personnes décédées qui ne sont plus là pour se battre. On parle de justice, d'équité, une question pour laquelle on ne devrait pas tergiverser, d'autant plus que le décret a été examiné, adopté en Conseil des ministres. Et nous, ce que nous voulons savoir, c'est le gouvernement, justement. Les questions, le problème, il est ailleurs. Ce n'est pas ce décret-là. Le décret, c'est une question cruciale, c'est vrai. Mais il y a difficultés dans les universités. Vous avez le recrutement. Justement, mais on va revenir sur les autres difficultés. Mais pour vous, au nom de la continuité de l'État, ce décret doit être appliqué. Bien sûr, le décret, c'est une question de droit. Ce n'est pas un don. Ce n'est pas un don, c'est un dû. Parce que nous avons accepté de cotiser. Beaucoup d'avantages. Signé quand même dans les derniers instants. Non, mais il ne faut pas le... Justement, c'est là l'erreur. En fait. C'est le piège pour vous? Non, je pense qu'il ne faudrait pas le mettre dans ce cadre-là. Parce que le décret a été... L'accord, c'est bien avant. Non, je pense que l'erreur que les gens commettent, c'est de le mettre dans le cadre de ces décrets. Non. Alors, le Premier ministre donc serait dans l'erreur parce que lui-même, c'est ce qu'il a dit. Souvenez-vous, lors de la publication du référentiel, la vision 2050, et il vous appelait même au patriotisme, tenant compte de l'état économique du pays. Justement, c'est parce qu'on est patriote que depuis 5 ans,
sur ce décret-là, on a fait. Ça fait en 2 ans, on a décrété que 2 jours de grève. Ça, c'est les 2 jours. En 2 ans, on a décrété 2 jours de grève. Malgré la signature du décret en 2023. Ce décret, il faut remonter. J'ai fait l'historique. C'était en 2020. Depuis 2020, nous nous battons pour ça. Oui. Il y a eu l'accord en 2023. On ne peut pas le mettre dans le même sac que ces autres décrets, d'autant plus que c'est une question de droit. Oui. Ce n'est pas un décret, ce n'est pas une faveur. Ce n'est pas une patate chaude que l'ancien régime a laissée. Ce n'est pas une patate. Elle ne peut pas être une patate chaude. C'est une question de droit. Elle a été réglée dans un protocole d'accord. Et vous l'avez dit, au nom de la conduite de l'État qui engage le gouvernement. Donc, sur ce point... Même si la situation est difficile, vous convenez, hein, en tout cas selon les, elle a beau être difficile, les termes qui ont été les cotisations, elles ont été difficiles pour nous. On les a acceptées. On accepte de travailler davantage. Mais que faites-vous de tous ces enseignants décédés dont les familles attendent? Quand le Premier ministre appelle à un rebasing social, vous dites quoi? Le Premier ministre nous a reçus au mois de décembre. Mais je pense que il y a, je parle de l'enseignement supérieur, il y a des acquis qui sont des acquis de droit. Et pour nous, on n'acceptera pas en tout cas qu'on revienne sur ces acquis-là. Nous sommes formels. Nous sommes très formels parce que sur cette question, nous sommes dans nos droits parce que nous avons cotisé davantage. Nous avons justement, nous sommes disponibles au dialogue. Il nous a reçus. Est-ce que ça sert à quelque chose finalement, puisque rappelons qu'il y a eu quand même 21 rencontres. Oui, 21 rencontres. Mais avec la tutelle. Oui, il faudrait le demander à ceux qui nous reçoivent, qui prennent des engagements, qui ne respectent pas. Le CES a respecté ses engagements et on part d'un académique décalé. On aurait pu s'en tenir au non-respect des engagements et faire grève, mais quand même on continue à travailler. Cette question est non négociable. En même temps, on sent une certaine inflexibilité du côté de l'État. On converge vers un blocage inévitable. Oui, mais je pense que quand même, c'est une question pour laquelle... Vous pensez que c'est normal que quelqu'un travaille jusqu'à la fin de sa vie, que sa famille, que la personne cotise, sa famille ne puisse pas bénéficier de sa pension, comme le dit la loi? C'est normal. Ça ne peut pas passer. Je pense qu'aujourd'hui, chaque corporation défend ses droits. Nous sommes là, ceux qui sont partis, qui ne sont pas de personnes décédées, qui ne sont plus là. Les veuves sont là et c'est nous qui sommes vivants. Nous serons partis bientôt, on ne le sait pas. Mais quand nous partirons, il n'y aura plus personne pour se battre. Je pense que cette question-là, c'est une question de droit. Ce n'est pas un don, ce n'est pas une augmentation. On ne demande qu'à reverser ces montants prélevés sur les salaires des enseignants et que ces montants soient reversés aux ayants cause, comme le dit la loi 81-52 sur le code des pensions. Ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une demande. On demande que justice soit faite. Alors, vous avez déposé aujourd'hui encore un préavis. Demain, vous allez donc vers le deuxième jour de grève. Qu'est-ce que vous comptez faire après s'il n'y a pas de réaction du côté de l'État? Vous savez, nous ne sommes pas... Le SALEX n'est pas un syndicat va-t-en-guerre. Ce préavis, on aurait dû le déposer depuis longtemps. Mais ça fait 2 ans qu'on attend. Et je vous ai dit, en 2 ans, on a fait 2 jours de grève sur le soir du décret. Donc, nous sommes ouverts. Nous ne sommes pas pour la grève. Nous sommes conscients des difficultés qu'il y a. Mais vous savez que vous êtes quand même en face d'un gouvernement qui ne cède pas à la pression. Oui, mais ce n'est pas la pression. Je pense quand même... et c'est justement le drame du Sénégal. Ce n'est pas une question de pression. C'est une question de demander son droit. Est-ce que demander son droit, c'est une pression? Non, ce n'est pas... Les gens ne devraient pas le voir comme une pression. Il faudrait quand même... seulement, on n'a pas vu le décret, c'est ça aussi le problème. Justement, là, on n'a pas vu le décret. Mais le fondement juridique, c'est ça le problème aussi. C'est là où le problème. Et le problème, parce que vous savez, ce décret a été préparé. Le ministère des Finances est au courant. Nous n'avons pas travaillé seul. Nous avons travaillé avec le directeur général du budget. Nous avons travaillé avec le ministère des Finances. Nous avons travaillé avec le FNR. Donc, il y avait une commission technique paritaire toutes ces années-là. D'ailleurs, entre le SAES, il y a les acteurs de l'IPRES, du FNR, le ministère du Travail, de la fonction publique. Tous ces gens étaient là depuis 2018. Même pour la dernière commission, il y avait le FNR. Donc, ce n'est pas le SAES. Le gouvernement, l'État était bien là. Il y a le fond de dossier, il y a les études qui ont été faites. Et donc ce n'est pas nouveau. Donc je pense que l'État, on a changé de président de Premier ministre, mais on n'a pas changé d'administration dans le fond. Les techniciens sont encore là. Donc les techniciens qui sont à la base de ces calculs-là sont bien là et bien vivants par la grâce de Dieu. Il n'y a qu'une seule personne, 2 personnes qui ne sont peut-être pas là et qui reposent en paix. C'est Moustapha Ba, et le Premier ministre Mohamed Boun qui était là. Alors, et quand même, je pense sur cette question, ce n'est pas une question de pression, c'est une question de réclamer son droit et on le fait le plus légalement possible. Pourtant, le ministre Abdourahmane Diouf a montré quand même, depuis qu'il a pris en charge ce secteur, des gestes de bonne disposition, en répétant, en multipliant les concertations et déplacements. Est-ce que vous doutez de sa bonne foi? Je ne doute pas de sa bonne foi, mais je pense qu'à un moment donné, parler c'est bien, mais savoir s'arrêter de parler c'est encore mieux.
Je pense qu'aujourd'hui, nous demandons à ce que le ministre passe aux actes. C'est justement ça. Ces questions-là, en fait, il a dit la volonté de l'État. C'est vrai. Et après la volonté ne suffit pas. La volonté ne suffit pas. Il y a des familles qui attendent depuis 5 ans. Oui. Nous avons besoin de cette volonté, ce matérialiste. Et donc, il a beaucoup parlé, mais ce que nous demandons quand même, c'est un décret qui est prêt. Et nous avions, en tout cas, nous pensions que le dernier conseil des ministres du 18 décembre, ça allait être signé. Les signes étaient offerts. Mais on n'a pas compris. Le SAES a fait tout ce qu'il devait faire. Oui. On a essayé d'alerter tout le monde, de discuter, mais malheureusement, cette question, on ne peut pas attendre. Mais tant qu'elle n'est pas réglée, on n'aura pas la stabilité dans l'enseignement supérieur. Je suis formel. Ah bon? Ah oui. Parce que c'est une question. Mais vous pensez que nous... C'est vraiment un point de non-retour, vous êtes déjà à ce niveau? Je vous dis, les enseignants ne vont pas se tuer à finir des années, décéder, mourir, et vous pensez que leurs veufs et leurs veuves ne vont pas vivre décemment? Vous pensez que les gens vont se tuer pour cela? Vous pensez que les gens vont se tuer alors qu'ils savent que derrière eux, il n'y aura absolument rien du tout? On ne le fera pas. Donc nous demandons encore une fois, vraiment, l'appel que nous lançons, cette fois c'est au chef de l'État. Nous lançons l'appel, c'est lui qui prend, que cette question, elle soit réglée. Il y a des questions très importantes, des bacheliers qui ont été orientés depuis juillet 2024 qui ne peuvent pas faire cours. Des infrastructures qui sont là, qui ne sont pas livrées. On va en parler parce que c'est important. Il y a eu le cas des universités du Sénégal oriental, mais aussi de Matam. Le Premier ministre en parlait d'ailleurs lors de sa déclaration de politique générale. Mais toujours sur cette réforme qui est aujourd'hui le point de divergence. Est-ce que vous savez combien elle coûte à l'État? Est-ce qu'elle a été chiffrée, cette réforme? Mais non, ce n'est pas une réforme. Mais en fait, ça ne coûte pas à l'État, ça nous coûte à nous. En fait, je pense que le Premier ministre nous avons dit, les gens l'ont induit en erreur. Ceux qui sont contre ce décret, ils sont allés lui dire que c'est l'État qui finance. Ah non. Qui finance alors? C'est les enseignants qui financent. Parce qu'on a accepté d'augmenter l'assiette de cotisation. D'accord. On a accepté de travailler plus, d'augmenter notre charge de 20% sans être rémunéré. Et c'est une rémunération différée. Donc les enseignants ont accepté de cotiser davantage. Donc il y a une diminution du salaire. Ils ont accepté de travailler davantage sans être rémunérés. Et l'État était d'accord qu'en différé, quand ils partiront à la retraite, que ces montants prélevés soient reversés. Et c'est sur la base des calculs effectués par les services techniques du ministère des Finances. Donc ce n'est pas, ça ne coûte à nous parce que c'est nous qui cotisons. Ça ne coûte pas à l'État. Nous sommes formels, c'est nous qui avons accepté de cotiser davantage, nous qui avons accepté d'augmenter notre charge sans rémunération, donc ça nous coûte à nous. Et c'est minime. Pourquoi? On parle de personnes décédées qui ont quoi? Qui n'ont même pas la pension des vivants, ils ont la moitié des pensions. Ça tourne autour de combien pour vraiment avoir... Non, mais en fait, ça a été fait par le ministère des Finances. Je pense que c'est des... Si vous voulez, un enseignant, quand il va à la retraite, mais vous pensez que la veuve vivra aussi longtemps? On parle de quelques années. Donc, ce n'est pas un problème de montant. C'est un problème de quoi? C'est un problème d'argent quand même. Non, oui, mais l'argent prélevé dans nos salaires, c'est notre argent. Pas l'argent personnel, c'est notre argent. C'est un problème d'argent, mais c'est le nôtre qui a été prélevé légalement dans nos salaires. Il doit être reversé légalement aux veuves, en fait. Il s'agit de ça. C'est pas un don, je répète. Ce n'est pas un don, c'est pas de la pitié, c'est un droit. Nous réclamons un droit, c'est un dû, ce n'est pas un don. C'était pas de la pitié. Je suis formel et nous sommes ouverts au dialogue. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, on parle pour la mémoire de ces personnes, pour qu'elles se reposent en paix. Il faudrait que ce décret-là soit pris et que l'on passe à autre chose. L'enseignement supérieur a des défis importants et ce décret-là va polluer l'atmosphère tant qu'on ne le prendra. Parce que ce n'est pas justement, tout ce qui ont été contre le décret, c'est un moment pour eux. Et c'est là où on a des doutes sur le fait que le décret soit perdu. On a des doutes formels. Ah bon? Ah oui, on a des doutes. Vous pensez que c'est fait à des gens? Non, je dis on a des doutes. Parce que justement, on a des doutes sur le fait que le décret soit perdu. Parce que dans un pays organisé comme le Sénégal, un décret qui est entré en conseil des ministres, comment il peut être perdu? Il y a un problème. C'est problématique. C'est un problème réel. Comment un décret peut être perdu dans un pays comme le Sénégal? On a compris, donc pour vous, il s'agit de l'introduction d'un régime complémentaire, l'augmentation de la charge statutaire de chaque enseignant de 20%, sans rémunération supplémentaire. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, c'est ça, c'est les efforts que nous avons fait pour amener la retraite. C'est des efforts que nous avons faits. Oui. Alors, on va parler des autres problèmes quand même de l'enseignement supérieur, parce qu'il y en a, il n'y a pas que seulement ce décret. Le ministre de l'Enseignement supérieur avait le souhait d'ouvrir les universités du Sénégal oriental et celles de Matam avant d'être freiné par le Premier ministre, parce que
qu'elles ne sont pas encore au point. Les difficultés du secteur ne se résument pas donc, vous voyez, à votre allocation de retraite, n'est-ce pas, Célestin Faye? Mais bien sûr, c'est pourquoi nous avons dit ce problème de le régler, de passer à autre chose. Je viens de le dire. Oui. Je viens de le dire, justement, ce problème-là, c'est le problème le plus simple parmi ceux qu'on doit résoudre. Et ça, c'est pourquoi on dit... Si c'est plus simple, pourquoi vous en faites un point de fixation? Oui, mais c'est une question de personnes décédées. C'est tellement simple que ça peut bloquer le système. Oui, c'est d'une simplicité élémentaire, même, j'allais dire même. Parce qu'en fait, pour nous, c'est une question de droit. Vous voyez, en fait, moi, je pense que tant qu'on va faire la fixation sur ce problème-là, on ne va pas avancer. Donc, cette question-là... Mais pourtant, actuellement, c'est ce qui bloque la situation. Mais qui bloque la situation? Parce que nous avons fait l'effort nécessaire. Qu'on doit être rémunéré en conséquence, on a fait l'effort nécessaire. Mais qui doit prendre le décret? On a fait l'effort nécessaire. Donc, le Sénégal n'a pas commencé aujourd'hui ou hier. Ces choses-là ont été faites bien avant par les services du ministère des Finances. Et cela a été documenté, toutes les archives sont là. Et comme témoin, nous avons aussi le dialogue social que nous avons encore interpellé. Donc cette question-là, on doit la dépasser parce qu'elle traîne depuis 5 ans. Et le protocole d'accord, c'est depuis 2023, donc 2 ans que le protocole d'accord a été fait. Le décret, depuis 1 an qu'il a été signé. Il faudrait que l'on puisse le dépasser et se consacrer aux questions essentielles qui concernent l'avenir des étudiants. On appelle le gouvernement à la résolution de ces questions-là, qui aujourd'hui, si on y prend garde, on va avoir des difficultés qu'on ne pourra plus résoudre. Donc, cette question après ce que nous avons connu ces dernières années, quand même, ce serait encore compliqué pour le secteur. Oui, bien sûr. Et juste un point sur le budget 2025, on apprend également que le budget du ministère de l'enseignement supérieur a connu une hausse de 5 milliards de francs CFA, et que les ressources serviront à la mise en œuvre d'un ensemble d'actions prioritaires déclinées dans le plan opérationnel 2025. Est-ce que vous êtes satisfait ou bien qu'est-ce que vous attendez de ce plan opérationnel-là? Quelles sont pour vous vos actions prioritaires hormis ce décret? Ce que nous demandons, c'est qu'en termes de budget, que les budgets soient sincères. Il est connu que les budgets des universités sont des fictions budgétaires. Ah bon? Ah oui, c'est des budgets qui ne respectent pas en fait les principes d'équilibre des budgets. Un budget doit être sincère, annuel, équilibré. Tout le monde le sait. Mais voyez, en fin d'année, mais on court derrière des salaires, c'est la même chose. Les salaires ne sont pas budgétés sur 12 mois, c'est 9 mois de salaire ou 10 mois. Donc, donc il faut que les budgets puissent couvrir peu importe l'augmentation, mais le principe que l'on demande, c'est que les budgets couvrent les dépenses pédagogiques, de personnel et de recherche. C'est ce que nous demandons, peu importe les montants. Un montant de 5 milliards peut être insuffisant par rapport, on le sait. Donc voilà, nous ce que nous demandons, que le principe d'annualité, de sincérité... Alors le budget global, c'est plus de 308 milliards. Hein. Les 5 milliards, c'est l'augmentation de cette année 2025. Il peut y avoir des budgets pour les investissements, mais je parle des universités qui sont là. Les budgets ne sont pas... Tout le monde le sait. D'ailleurs, vous allez à Sine Saloum Kaolack, le budget ne sera pas voté parce qu'il ne couvre que 9 mois de salaire. Les gens ont refusé d'avoir un budget sur 9 mois de salaire. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas... Parce que ça, c'est le décret sur le régime financier des universités qui impose à ce que les budgets soient votés. C'est la loi. C'est ce que la loi demande. Mais nous demandons à ce que la loi soit respectée. Mais ce gouvernement appelle justement, c'est le gouvernement de la sincérité. Oui, mais moi vous savez, nous n'avons pas de problème de gouvernement, que ce soit celui-là ou nous ne faisons pas de comparaison. Vraiment, je voudrais qu'on reste sur les principes généraux. Le discours du SAES est le même, quel que soit le gouvernement, quel que soit le premier ministre, quel que soit le ministre, quel que soit le président. On est sur les principes et nous appelons, nous sommes ouverts, mais je ne voudrais pas comparer des gouvernements. Vraiment, nous ne sommes pas dans cette posture de comparer des gouvernements, des régions. Non, nous demandons à ce que le principe soit respecté, indépendamment de celui qui est là. Et c'est ce discours-là que je tiens partout. On reste sur les principes. Un budget doit être sincère, équilibré. S'ils le font, tant mieux. Et nous ne demandons que ça, que les problèmes qui soient réglés. Et nous sommes disponibles, ouverts à œuvrer avec eux pour qu'on puisse y arriver. Oui, mais sur ce décret quand même, parce que, pardonnez-moi d'insister là-dessus, parce que vous avez entendu quand même le Premier ministre, hein, on montre une certaine fermeté. On va vers un blocage alors que vous dites que cette question est non négociable. Mais pourquoi elle serait négociable? C'est une question de droit. Pourquoi elle serait négociable, le décret? Vous pensez que c'est normal? Je répète encore. Nous ne pouvons pas concevoir qu'une personne de son vivant puisse cotiser comme la loi le dit et ne puisse pas, sa veuve ou ses veufs ne puissent pas avoir la pension comme la loi le dit. Qu'est-ce que l'on veut en fait? On veut accepter que que la loi, on la viole pour nous. Alors qu'on a fait ce qu'on devait faire. Vous pensez que c'est normal? Non, mais je ne suis pas d'accord. Et le SAES n'est pas d'accord. Et ça, on l'a dit partout. Il y a quand même... Et si l'État n'a pas les moyens de payer? Non.
pourquoi l'État n'aurait pas les moyens de payer? Parce qu'on a prélevé de nos salaires. Pourquoi l'État n'aurait pas les moyens de payer? Pourquoi l'État n'aurait pas les moyens de remettre l'argent qu'il a prélevé légalement des salaires des enseignants? Vous pensez que c'est normal que l'État prélève des salaires sur des salaires? Vous pensez que c'est normal qu'un employeur prélève des montants sur les salaires de ses employés qui ne le reversent pas la retraite? Vous pensez que c'est normal? Je pense que ce n'est pas du tout normal. Je pense que aussi, quand on parle de principe de loi, il faudrait retrouver. Ce n'est pas normal. Je pense avant de parler de fermeté, de tout ça, il faudrait quand même qu'on regarde le principe. Qui a tort dans cette histoire-là? Les enseignants ont rempli leur part du contrat. Le gouvernement s'est lu en compensation des 20% d'augmentation qui devait injecter les montants nécessaires pour la retraite. C'est lui qui devait le faire. Est-ce qu'il l'a fait ou pas? Là, ce sont les bonnes questions qu'il faut se poser. Est-ce que le gouvernement a fait? Quand je dis gouvernement, je ne parle pas, je parle de tous les gouvernements, quels qu'ils soient. J'entends bien. Le gouvernement, quel que soit, je ne parle pas de ceux qui sont là, je parle du gouvernement. Du gouvernement, l'État. Le principe de la continuité. C'est pour ça que vous parlez de continuité de l'État. Voilà. Alors, est-ce que l'État a fait ce qu'il devait faire? C'est la bonne question. Au lieu de qu'on le serve sur les conséquences et la grève des enseignants, demandons-nous, est-ce que les enseignants ont fait ce qu'ils devaient faire? Est-ce que le gouvernement a fait ce qu'il devait faire? Si on se pose ces deux questions-là, la question elle est résolue. Alors, concomitamment, l'intersyndicale des personnels administratifs, techniques et de services PATS, donc des universités, dénonce également le manque de réactivité de la tutelle par rapport aux engagements également pris à leur niveau. Qu'est-ce que cela dit de la situation du secteur, David Célestin Faye? Moi, je pense qu'il faudrait... D'ailleurs, nous allons avoir une rencontre bientôt avec la convention des jeunes reporters. On va passer une journée avec eux pour passer au peigne fin toutes les difficultés des universités. Il y a des difficultés qui sont là, qu'on ne peut pas occulter. Vous pensez que c'est normal d'avoir des chantiers depuis 2015 qui ne sont pas livrés? Vous pensez que c'est normal qu'en 10 ans de recruter 400 enseignants? C'est pas normal. Vous pensez que c'est normal d'avoir des budgets non équilibrés? Les difficultés sont là. Et toutes ces difficultés-là ont été consignées dans un protocole d'accord du 6 janvier 2023. Et donc, ce que je dis, c'est bien avant ceux qui sont là. Absolument. Pour vous dire, ça a été consigné dans un protocole d'accord. Et les questions... Est-ce que ce protocole n'est pas perdu? Le protocole n'est pas perdu. C'est vrai, on a une propension à perdre tout ce qu'on ne veut pas voir, mais ce protocole, il est bien là. Mais ceux qui l'ont écrit, ils sont bien là et bien vivants par la grâce de Dieu. Il n'est pas perdu. C'est vrai, c'est à se douter que s'il soit perdu, mais il n'est pas perdu. Mais il n'est pas respecté, mais il n'est pas perdu. Mais nous demandons quand même, vraiment, à ce qu'on puisse s'asseoir. Et je vous dis, le SAES a alerté plusieurs fois. On a fait plusieurs communiqués, plusieurs choses dans la presse pour alerter. Malheureusement, nous ne sommes pas écoutés. Aujourd'hui, vous avez des bacheliers 2023-24 qui n'ont pas encore démarré leur cours. L'année académique 2023-24 n'est pas finie. Quand est-ce qu'on va la finir? On ne peut la finir que si on pacifie l'université. Et nous sommes disponibles. Et je le dis aux Sénégalais. Le SAES est un syndicat responsable, ouvert au dialogue et un syndicat de proposition pourvu que l'on associe le SAES aux négociations. Aujourd'hui, le dialogue est rompu entre l'enseignement supérieur et le SAES. Depuis quand? Depuis un mois, c'est rompu. Un moment, ça veut dire quand? Oui, mais depuis vous avez rencontré le ministre, c'est quand la dernière fois que vous l'avez rencontré? Le ministre, la dernière fois que nous l'avons rencontré en négociation, c'était le 30 octobre 2024. On l'a invité même à l'inauguration de la maison du SAES au mois de décembre 2024, toujours, on l'a invité. Mais sur toutes ces questions et toutes les difficultés, on ne sait plus reparler du tout sur ces questions-là. Donc, et le SAES avait une tradition quand même d'avoir un dialogue constant avec le ministère. Et aujourd'hui, le dialogue il est rompu. On s'en désole, mais la réalité est ce qu'elle est. On ne pourra pas faire l'enseignement supérieur sans les enseignants. Les assises dont on parle, les réformes, elles ne se feront pas sans les enseignants. Tous ceux qui ont essayé de faire l'enseignement supérieur sans les enseignants eux-mêmes, dépend. Nous sommes acteurs du milieu et nous sommes ouverts, disponibles à régler ces questions avec ces personnes. En un mot, en tout cas concernant cette crise, cette grève, le décret ou rien, c'est votre dernier mot? Non. Moi, je pense que nous demandons simplement, nous lançons l'appel à nos autorités, vraiment de revoir cette question. C'est une question de droit. Ce n'est pas un rapport de force que nous voulons établir. Nous demandons seulement, comme la loi le dit, que nos pensions... Mais vous faites une fixation, donc pour vous, c'est le décret ou rien? Non, je vous dis, je rappelle avec mes propres mots, je n'ai pas dit le décret ou rien, je rappelle encore avec mes propres mots, je lance l'appel aux autorités, qu'ils reconsidèrent leur position sur ce décret examiné et adopté en Conseil des ministres et soi-disant perdu, qu'ils ont pris l'engagement de réintroduire, d'après les propos du ministre, que ce décret soit réintroduit et que les familles des veuves et des veufs
puissent bénéficier quoi? De la pension comme le prévoit la loi 81-52 sur le code des pensions. Et c'est trop demandé. Et c'est trop demandé de respecter la loi. C'est ce que le SAES demande, rien d'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David Célestin Faye. Merci beaucoup. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous sur TFM. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.